Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, en direct de Berlin, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous parler des Kurdes et puis surtout pour vous parler du problème kurde dont on parle actuellement aux informations. Je pense en France, moi je ne les ai pas suivis, hein. J'ai vu que sur le Figaro, il parlait de l'offensive turque en Syrie contre les Kurdes, contre les combattants kurdes, ou contre ce qu'ils appellent des terroristes kurdes, qui sont en fin de compte ben, des milices indépendantistes, une armée indépendantiste, on va dire, euh, des groupes tribaux, des groupes plutôt nationalistes, on va dire, qui veulent créer une entité euh, kurde, un État kurde indépendant. Alors, le vrai problème kurde est en réalité un problème énergétique, comme d'habitude, hein. Il ne faut pas regarder les choses d'une façon émotionnelle. Il faut essayer de voir les flux énergétiques qui, euh, qui sous-tendent toutes ces relations euh, entre peuples et, euh, et qui génèrent toutes ces tensions et toutes ces guerres. Donc, euh, le problème kurde, le problème de ces autonomistes kurdes, ces groupes kurdes qui veulent l'indépendance, qui veulent un État kurde, parce que il y a une population de culture kurde, hein, très vieille, qui est à cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, sur des terres agricoles relativement riches, hein, et sur aussi des terres, comme au nord de l'Irak, renfermant un sous-sol très riche aussi. Donc c'est dans ces zones aussi de la région de Syrie, Nord-Irak, que l'on retrouve des entités indépendantistes islamiques, hein, les célèbres États islamiques qui essaient de s'installer. C'est pour ça que les Kurdes aussi essaient de combattre cette entité qui essaie de prendre le pouvoir là-bas, parce que c'est une zone extrêmement riche. Alors vous vous souvenez, on disait que la zone, l'État islamique, gagnait sa vie en vendant des antiquités, en revendant des antiquités ou de l'or, ce qui était complètement faux, hein, ou en faisant de l'agriculture, non, c'était absolument faux. Elle tenait bien sûr grâce à des fonds étrangers, mais elle tenait aussi grâce au marché noir des raffineries, on va dire du pétrole, qu'elle revendait au marché noir à la Turquie, qui était pour la Turquie une bonne affaire, puisqu'elle se retrouvait avec ce pétrole dans son économie, donc cette énergie fossile. Donc c'est pour ça que ça tenait aussi. Je me souviens à l'époque, si vous avez suivi mes vidéos, j'avais dit, si vous voulez anéantir l'État islamique, il suffit de bombarder les raffineries qui le font vivre, parce que à l'époque on se moquait des gens en disant que l'État islamique vivait grâce à la contrebande d'objets d'art antiques qu'il trafiquait. Souvenez-vous, hein, de ce qu'il disait, c'était complètement faux. C'était un État qui restait en place parce que tout le monde savait c'est un État qui avait été monté de toutes pièces, mais qui avait échappé à ses créateurs, qui était un État qui était fait pour contrebalancer le groupe, on va dire, Syrie, Iran et à l'époque milice kurde, qui était avec la Syrie, l'Iran et l'Iran contre la Turquie, hein. Tout a changé après l'élection de Trump, et qui bloquait les acheminements de pétrole et de gaz venant du Moyen-Orient, venant euh, des pétromonarchies du Golfe, hein, et qui ne pouvaient pas passer par cette voie terrestre qui est ce corridor terrestre qui est la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, toute cette zone qui est une zone de passage, un pivot entre l'Orient, Moyen-Orient et l'Occident et le monde russe. Donc on voit qu'il y avait une guerre parce que tout le temps été des zones où les peuples qui étaient là-bas prenaient un octroi sur les marchands qui passaient par cette terre pour aller de l'Orient à l'Occident, ou pour aller du monde russe au monde, au monde oriental,
ou pour aller de l'Occident à l'Orient. Donc c'est des zones où les peuples sont des empires qui prennent une taxe sur les commerçants qui passent par là. Oui, bien, c'est toujours la même chose, ce sont des réseaux énergétiques. Là, on s'aperçoit avec les Turcs, on a eu des revirements de situation. Alors, si l'on revient un peu en arrière, ça vous fait un peu de géopolitique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la région, mais je suis un spécialiste par mon cerveau et par la constitution de mon cerveau qui analyse les flux énergétiques et les tensions, puisque c'était mon métier d'anatomiste et si vous voulez, d'évolutionniste, de paléontologue. Donc on étudie les flux, comme les flux énergétiques qui génèrent des modifications, qui génèrent le mouvement et la vie. Et si l'on revient un peu en arrière, on peut s'apercevoir que les Kurdes, les milices kurdes, il y avait le PKK, qui était le parti des travailleurs kurdes, qui est en vérité une milice indépendantiste kurde, armée, alors il y avait le PKK, et puis on avait les Peshmerga, qui étaient les groupes combattants dont récemment une féministe française a fait un film sur ces groupes combattants féministes, féminins, on va dire, qui combattaient les horribles tueurs de Daesh qui avaient quand même été mis en place et qui a échappé au pouvoir, on va dire, par les pétromonarchies et les investisseurs américains, principalement de Wall Street, qui tenaient ces pétromonarchies, qui voulaient pouvoir acheminer le pétrole et le gaz par ce corridor terrestre. Et ils avaient joué en pensant qu'ils pouvaient utiliser peut-être cette entité qui s'était un peu formée, qu'ils avaient formée, qui s'était un peu formée toute seule au début, qu'ils avaient après financé. On finance tout le monde au départ pour voir qui est le plus fort, puis ça leur a échappé. Ils pensaient que cette entité allait pouvoir s'étendre et pouvoir justement briser le blocus que faisait la Russie sur les acheminements de gaz et de pétrole venant du Moyen-Orient et passant en Europe. Tout ça, ce sont des luttes énergétiques parce que la Russie avait besoin, elle, de vendre son pétrole et son gaz elle-même. Donc, toujours en bloquant le passage des autres, des voisins, les gaz et du pétrole des voisins, on fait augmenter... on lui fait augmenter les cours puisqu'il va être obligé de passer par la mer au lieu de passer par des tubes sous pression. Donc, on lui fait augmenter ses coûts de production et puis ça permet à la Russie de diffuser son pétrole et son gaz à meilleur prix en pouvant justement et en évitant une concurrence qui pourrait envahir le marché et même faire baisser les coûts. Donc on empêche l'approvisionnement. Tout ça, c'est des luttes énergétiques. Donc à l'époque, la Russie, avant Trump, la Russie soutenait la Syrie, soutenait l'Iran. L'Iran est une extension économique en vérité de la Russie. Et l'Iran, quand il y a un blocus économique de l'Iran, en vérité, tout passe par l'Azerbaïdjan et par la mer Caspienne. Il faut le savoir. Donc, ce sont des blocus virtuels. Donc, tout passe bien sûr par la Russie, mais bien sûr, elle peut pas avoir accès à tout, par exemple, à toute la culture ou à des technologies allemandes, des choses comme ça. Ça va être obligé de transiter par la Russie, ce qui va augmenter les coûts. Mais elle reste avec son pétrole et son gaz qu'elle peut faire transiter par la Russie pour leur balancer en Chine ou ailleurs, la Russie ou même en Allemagne. On ne sait pas où va le pétrole et le gaz. Après, tout ça est dispatché. Donc la Russie bloquait toute cette zone, mais il y avait une zone qu'elle n'arrivait pas à bloquer, c'était la zone Irak qui appartenait aux Américains, puisqu'après la guerre d'Irak, c'est les Américains qui tenaient ce territoire, il y avait des bases et tout là-bas, et pour rendre ce passage instable et empêcher le passage de gazoducs et d'oléoducs, pour empêcher d'énergie fossile de passer par là, on finançait les milices kurdes. Donc c'était des groupes tribaux qui combattent pour l'indépendance parce que c'est dur de vivre aussi peut-être sous une domination turque qui ne veut pas voir l'arrivée d'un État kurde dans le sud de son pays et prendre une partie de son territoire puisque la
Turquie a une tradition de dureté d'être un État militaire, militaire méritocratique. Hein, ce n'est pas un pays de caste, hein, c'est l'armée depuis toujours. Hein. C'est un pays qui s'est bâti avant tout, avant d'être un pays musulman. C'est un pays musulman, mais c'est avant tout au niveau de sa structure une méritocratie militaire. C'est-à-dire que si on regarde un peu l'histoire en revenant dans le passé, on peut s'apercevoir que l'Empire ottoman était un empire avec des janissaires, donc des gens qui prenaient dans les pays qui étaient sous domination, mais les gens de ces pays sous domination pouvaient effectuer une carrière au sein de l'armée turque et même euh, des gestionnaires turcs, des fonctionnaires turcs, et devenir même de grands administrateurs et de grands généraux. Donc il y avait une méritocratie, et pas, non, ce n'était pas, on va dire, une aristocratie comme on pouvait avoir en Europe. C'est pour ça que l'Empire turc s'est maintenu très longtemps, parce qu'en fin de compte, les gens, les pays même d'Europe qu'il dominait, euh, étaient des pays où les gens qu'ils prenaient dans l'armée, ils étaient moins des serfs, moins des soumis à des vassaux abrutis qui se faisaient la guerre, plutôt que des gars enrôlés dans l'armée ou dans le fonctionnariat éventuellement, et qui pouvaient peut-être monter socialement et puis avoir une vie, s'enrichir et avoir une promotion sociale, dans des temps durs bien sûr, qui n'étaient pas les nôtres. Hein. Donc il y avait cette espèce d'idée de méritocratie au sein de cet empire militaire turc, qui reste encore un empire militaire turc, et qui voit d'un très mauvais œil euh, l'arrivée d'un État turc qui deviendrait une superpuissance locale, puisqu'elle serait sur le sud de la Turquie, mangerait une partie justement et bloquerait le commerce que pourrait faire la Turquie avec le reste, lui prenant en plus son commerce direct avec le nord Irak et ses contrebandes de pétrole qu'il y avait avant et qui allaient directement en Turquie. Souvenez-vous que la guerre qui a commencé avec sur Daesh, hein, la guerre et nos attentats ont directement commencé quand les réserves de pétrole, les raffineries de pétrole qui n'avaient pas été touchées, qu'on laissait là, puisque ça s'arrangeait la Turquie, ont été bombardées par les Russes, euh, ont été bombardées par les Russes, et puis sans que les Européens disent quoi que ce soit. Ça a été un coup fort de Poutine, hein, sur l'État islamique, sur l'État islamique qui était en fin de compte indépendant, mais qui aurait pu être un allié américain à un moment, mais qui était un allié, il était avec tout le monde. Il voulait être indépendant, et ça a été tout en essayant de vendre son pétrole pour vivre. Hein. Il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, cet État islamique, hein. Il faut le savoir quand même. Donc ça a commencé quand les raffineries ont été touchées. Donc ce qui se passe, c'est que les Kurdes étaient à l'époque avec les Russes. On leur faisait miroiter, évidemment, on leur donnait de l'argent, on disait qu'ils allaient pouvoir vivre bien, et on leur faisait éventuellement miroiter un État autonome kurde sur la région, Nord-Irak ou ailleurs. Donc, ils étaient avec les Russes, donc ils faisaient le blocage Syrie, Nord-Irak, où les Kurdes combattaient l'État islamique, et étaient en même temps avec l'Iran, puisque tout le monde euh, bloquait ces trois groupes kurdes, Syrie, Iran, bloquaient le passage des hydrocarbures venant du Moyen-Orient et appartenant aux concurrents américains des Russes, donc les pétromonarchies et leurs investisseurs ou de Wall Street et leurs actionnaires de Wall Street. Et la Turquie étant avec les investisseurs de Wall Street et les pétromonarchies, même si la Turquie n'aime pas forcément les Saoudiens ou les pétromonarchies, elle était là pour essayer de percer un corridor et pour éliminer avec ce Nord-Irak d'éliminer ce Nord-Irak kurde qui empêchait le passage du pétrole et du gaz venant du Moyen-Orient. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'élection de Trump, il y a eu un revirement total dans les échanges économiques. L'élection de Trump, ça a été la victoire des gaz de schiste, des pétroles de roche, pétrole de schiste, hein, qui sont les ennemis principaux des pétroles conventionnels du Moyen-Orient, et qui ont tout intérêt à voir la Russie, la Syrie et
et les Kurdes, euh, et les, avoir la Syrie, l'Iran et les Kurdes faire leur barrière. Ce qu'il y a, c'est que l'Irak appartenait aux Américains. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, avant l'arrivée de Trump, les Américains avaient tenté, avant l'arrivée de Trump, hein, de soudoyer les Kurdes et de leur promettre un État, avant l'arrivée de Trump, hein, un État kurde indépendant. Ce que la Turquie a vu d'un très 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 mauvais œil, puisque la Turquie ne peut pas se permettre de voir un ennemi héréditaire bloquer tout son commerce avec le sud, avec des régions très riches et avec des zones des champs pétrolifères. Et à ce moment-là, ça a commencé à être un désaccord avec la Turquie pré-Trump, donc à l'époque d'Obama. Il a commencé à avoir un énorme problème, alors que la Turquie était armée 100% par les Américains. N'oubliez pas que la Turquie a, par exemple, une armée de l'air qui est plus importante que toute l'armée de l'air de tous les pays européens réunis, hein. Donc c'est une entité militaire extrêmement puissante qui est faite, en fin de compte, pour essayer de contrebalancer cette puissance Syrie, Iran, qui empêche, avec les anciennes milices kurdes, qui empêchent le passage des gaz et du pétrole au Moyen-Orient. Donc, juste avant l'arrivée de Trump, hein, je remets un peu dans les ordres, parce que j'avais parlé de Trump un peu trop tôt, les Américains ont tenté le coup de faire passer les Kurdes, les milices kurdes, du côté américain, alors qu'elles étaient avant avec les Russes. Voyant que depuis des années qu'elles sont avec les Russes, elles n'ont pas d'État, bah, les milices kurdes, les groupes armés kurdes se sont dit, bah, c'est bien, on va avoir un autre État, et elles ont fait un revirement, revirement dans leurs alliances, et elles se sont mis avec les Américains. Les Américains pré-Trump, hein, une guerre entre deux puissances économiques, les pétroles et les gaz conventionnels du Moyen-Orient et de Wall Street qui appartiennent en fait aux Américains, par leurs actionnaires, et parce que c'est eux qui ont la technologie pour exploiter, et les pétroles et gaz de schiste, que les pétroles et gaz conventionnels avaient essayé de niquer, mais qui ont gagné grâce à Trump après. Donc on avait des puissances qui s'affrontaient, et à un moment, les Américains, bah, ils se sont dit, bah, on va essayer de faire passer les Kurdes avec nous. Et si vous vous souvenez, à l'époque, c'est à l'époque où Bernard-Henri Lévy avait commencé à parler de l'État kurde, c'est formidable, alors qu'avant il n'en parlait pas, puisque c'était les ennemis des Américains, et les ennemis d'Israël au passage, qu'ils défendaient. Mais tout ça, ce sont des relations énergétiques, il ne faut pas mettre d'émotionnel là-dedans. Les Kurdes sont tombés dans le panneau, ils ont dit, ouais, c'est super, on est avec les Américains, on va combattre avec eux, et ils vont nous donner un État. C'est à ce moment-là où les Turcs n'ont pas du tout apprécié ce qui se passait, et ils ont commencé à s'éloigner des Américains. Il y a eu une grosse crise, c'était à l'époque il y avait le coup d'État, je crois, je me souviens plus, vous me le direz. Vaguement, moi j'essaie de revenir, hein, je ne m'amuse pas à tout noter, je vous explique les flux énergétiques. Ces pauvres Kurdes donc, ont changé de côté, parce qu'on leur a fait miroiter un État qui serait un État extrêmement riche, puisqu'il y a quand même 44 millions de Kurdes à peu près sur tous ces pays réunis, Nord-Irak, Syrie, il y a un peu en Syrie, mais il y en a beaucoup en Turquie, beaucoup en Nord-Irak et en Iran. Bien sûr, il y en a aussi jusqu'en Arménie. Donc, ils pensaient avoir leur État, et si les Américains veulent leur donner un État, ça serait super, et on va niquer comme ça les Russes. Les Américains pensaient qu'on allait niquer les Russes, et bah, les Kurdes ont abandonné leurs anciens alliés russes qui, en fin de compte, ne leur permettaient pas réellement de créer leur propre État. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que c'est Trump qui a gagné aux élections. Et mauvaise donne pour les Turcs, pour les Kurdes, quand Trump a gagné, Trump, c'est les ennemis des pétroles et des gaz conventionnels américains et l'ami des pétroles et des gaz de schiste, qui sont les ennemis héréditaires. C'est une guerre américano-américaine énergétique. Donc Trump a tout intérêt à niquer les pétroles et les gaz conventionnels. Les garder, mais les rendre bien moins forts jusqu'à ce qu'ils se tarissent pour pouvoir justement
développer à fond ses pétroles et ses gaz conventionnels, et surtout pour éliminer ses ennemis de Wall Street. Ces ennemis américains qui essayaient de le couler depuis des années. Il y a aussi un peu d'émotionnel là-dedans. Donc, les Kurdes ont fait le mauvais choix. Trump, bah, il a dit aux Russes et aux Syriens, c'est bon les gars, je vous laisse carte libre, faites ce que vous voulez avec l'État islamique. Et là, faites ce que vous voulez avec l'État islamique. Ça avait déjà commencé un peu avant, hein, puisque l'État islamique il commençait à être un peu sale. Personne ne l'aimait trop, même s'il avait été un peu maintenu par les Américains, parce qu'il permettait de contrer ces milices kurdes aussi, hein, et d'empêcher les Russes et les Iraniens et les Syriens de faire un pont, un mur pour bloquer l'arrivée des hydrocarbures du Moyen-Orient, dans ce pont de terre qui fait la jonction entre le monde russe et le monde méditerranéen et le monde occidental et le monde moyen-oriental. Donc c'est le monde africain aussi. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc les Kurdes sont les perdants de l'histoire. Ils se sont retrouvés lâchés par les Américains qui pendant un petit moment les ont récupérés avec eux. Ils se retrouvent dans un état, dans une situation absolument pas drôle. Pour la première fois au monde, quasiment, on va dire pour la première fois que ces grands États se sont formés, la Turquie n'est plus en guerre avec la Russie, puisqu'elles ont maintenant, elles font partie du même groupe économique, on va dire du même groupe des intérêts, donc c'est-à-dire Amérique, Russie, avec leurs ennemis, le Moyen-Orient, qui est un ennemi qu'on maintient quand même pour les Américains, parce qu'on peut lui vendre n'importe quoi, lui tirer son pétrole, hein, puisque il va obéir quand même, puisque toutes les armes, c'est les Américains qui les vendent, hein, donc on lui fait vendre son pétrole à bas prix, en imprimant, ou à prix normal, en imprimant des dollars. Quand ils achètent avec les dollars, on arrive, et puis Trump se met à côté du prince saoudien, il lui tape sur l'épaule, il dit, mon gars, maintenant... tu vas me racheter toutes les armes avec les dollars qu'on a imprimés pour toi, pour t'acheter ton sous-sol. Et c'est comme ça que il rachète plein d'armes et ça fait marcher le complexe militaro-américain, industriel américain, qui permet de maintenir de l'emploi, de maintenir un plein emploi aux États-Unis en partie, de faire fonctionner plein de sociétés, et puis en même temps de faire progresser la technologie américaine dans de nombreux domaines, l'armée étant souvent le précurseur d'inventions. Pas que, mais souvent. Pas que l'armée qui fait des inventions. Donc les Kurdes en ont pris plein la gueule et se sont trouvés lâchés par les Américains qu'ils avaient récupérés en leur promettant un État kurde. Voilà un peu ce qui arrive aux pauvres Kurdes et ces combattants. Alors là, on a une offensive, je n'ai pas suivi, mais je pense que c'est une offensive sur le sol syrien. Trump est d'accord, puisqu'il s'en fout un peu. Le principal, c'est qu'on dit que et qu'on affaiblisse les gaz et les pétroles conventionnels du Moyen-Orient. Donc il s'en moque un peu. La Turquie vient régler ses comptes avec l'État kurde en disant vous ne vous installerez jamais, nous sommes les Turcs et nous dominons la région. Région maintenant que Daesh a plus ou moins disparu puisqu'il n'a plus d'intérêt pour les Américains. Et il n'a plus d'intérêt pour personne, donc il reste encore peut-être des entités tribales qui se réclament de Daesh, mais il faut savoir que Daesh était une entité qui était née à la base à cause de la mauvaise gestion américaine sur la zone nord-Irak, je crois, et c'était une alliance des anciens baasistes, hein, je crois, de Saddam Hussein, donc des laïcs, et des islamistes sunnites qui avaient été mis sous domination, je crois, de chiites. Ça s'est très mal passé. Donc les Américains avaient essayé de faire gérer ça dans le coin, puis ça s'était mal passé, donc ils ont après essayé de le récupérer. Donc c'est toujours comme ça, on l'avait laissé. Donc vous voyez, les Kurdes, eux, ils sont dans la merde. Les Turcs sont en train d'essayer de les amoindrir au maximum pour pas qu'ils puissent créer un État. Ça serait un État super puissant, puisque ce serait un État qui aurait des zones relativement fertiles et montagneuses, hein, du sud de Turquie et des zones pétrolifères du nord-Irak. Donc ça n'intéresse pas les Turcs, donc ils ont tout intérêt d'éliminer précisément ces pauvres Kurdes qui sont abandonnés de tous, abandonnés de leurs anciens alliés qui étaient
les Russes et abandonné de leurs nouveaux alliés, qui étaient les Américains. Alors c'est pour ça que on voit des films sur les guerrières combattantes actuelles. La France a encore essaye encore de les récupérer puisque elle travaille avec le Moyen-Orient, puisqu'elle importe pas mal de gaz et de pétrole de ces zones-là. Mais c'est mal barré pour les pauvres Kurdes, qui ne verront visiblement aucun État kurde naître, puisque la promesse des Américains a très vite été abandonnée. Et en plus avec l'élection de Trump, tout ça n'est plus au rendez-vous. Alors Trump, j'ai vu que Trump avait dit qu'il allait faire une médiation entre les Kurdes et les Turcs. Il va sûrement y arriver. Il va taper sur l'épaule du président turc. On va dire vas-y, on va faire la paix. Et puis moi je vais aller voir les Kurdes. Je vais un peu discuter. Puis on va faire un simulacre de grande paix. Et on va comme ça, Trump pourra arriver. Il discutera avec Erdogan, je crois. Il va appeler Poutine et puis ils vont dire voilà, je vais faire le grand faiseur de paix et on va arrêter là. Voilà, donc on a les pauvres Kurdes qui ont choisi toujours les mauvais alliés. Euh, donc c'est un peu dur. On leur a promis, on les a aidés, les Russes les avaient aidés, mais sans leur donner vraiment d'État. Bon, ils les utilisaient pour bloquer la région. Et eux, pour essayer, les Kurdes, vont essayer de se maintenir une entité autonome. Hein. Et, euh, et donc les Russes et les Américains les ont repris de leur côté après en leur promettant un grand État kurde, et puis ils l'ont pas eu, quoi. Et puis maintenant, ils sont dans la merde, ils sont abandonnés de tous. Voilà ce que c'est qu'être une minorité au milieu de puissance énergétique, au milieu de guerres de puissance énergétique. Donc ils n'ont pas vraiment leur place, ils peuvent rester un peuple, on va dire un groupe culturel uni par des combattants qui sont prêts au sacrifice. Hein, ce sont des très grands guerriers. Il faut savoir qu'il n'y avait pas tant que ça de guerrières kurdes. Hein, c'était monté d'une façon... on n'est pas que c'était de la propagande. Hein, les principaux guerriers kurdes étaient des hommes. Hein. Il y a eu quelques femmes qui ont combattu, mais c'était pas majoritaire. Ça a été très largement surmédiatisé pour, à l'époque... pouvoir vanter ces gentils Kurdes qui étaient retombés dans le giron, euh, qui étaient tombés, qui n'étaient pas retombés, qui étaient tombés dans le giron américain. Les Américains qui les ont lâchés après, puisqu'il y a eu un changement de pouvoir. Voilà, petite histoire pour vous parler un peu de géopolitique. Hein. Vous voyez où se trouve là, je sais pas.